Bonjour à toutes et à tous. Je reprends la parole seul aujourd'hui à l'occasion de la sortie des Éternels, le dernier film de Chloé Zhao, à un moment que je trouve opportun pour revenir sur le sujet de notre premier podcast qui était un peu victime de notre inexpérience et qui nous a fait un peu nous éparpiller, nous répéter pendant 3 heures c'était très enrichissant pour nous de discuter, mais je pense que c'est un peu pénible à écouter, donc en fait, je vais évacuer ma frustration que ce soit pénible à écouter en faisant une petite synthèse de ma pensée sur Chloé Zhao, un peu plus structurée que ce qu'on a pu livrer pendant le podcast. Et par ailleurs, pour engager un peu les hostilités, je ressens le besoin de parler de Chloé Zhao aussi parce qu'en fait, tout le monde s'en fout d'elle. Je m'explique. Lorsque ces deux premiers films sortent, on a affaire à une jeune cinéaste indépendante, sans budget, sans médiatisation, qui tourne dans le milieu très confidentiel des réserves de Sioux aux États-Unis. Enfin, personne n'en parle, c'est logique. Mais Nomadland arrive et nomination aux Oscars. Et là, c'est le drame. Tout le monde parle du film. Ça, ouais. Alors, il y a les uns qui vantent les jolies images, en réduisant un peu le film à un enchaînement de cartes postales. D'autres font de Zhao la caution féminine et asiatique des Oscars, sans mentionner son travail en fait, hein, sans s'intéresser à ses films. Et puis d'autres, enfin, les cahiers du cinéma par exemple, qui attaquent le film sur sa représentation de la pauvreté. Parce qu'on sait tous qu'il existe un code de représentation du proto bien défini par la gauche parisienne, hein, faut le savoir, c'est vérifiable. Et ça attaque aussi sur sa complaisance supposée avec Amazon. Enfin bref, une opposition purement politique sur le contexte dans lequel prend place le film, qui est renforcée en plus par l'incursion récente de Zhao dans la machine Marvel Studios, une machine cynique et destructrice qui a fait, à mon avis, beaucoup de mal au cinéma hollywoodien, hein, par son manque d'ambition artistique et par son uniformisation de toute forme de cinéma un peu spectaculaire et de divertissement. Donc elle s'y intègre avec Eternals, et finalement le film vient de sortir, encore une fois, on a ceux qui louent les jolis paysages, euh, parce que vous voyez, faire des cartes postales, c'est une énorme ambition artistique, hein, et puis on a les autres qui disent oh la pauvre petite Zhao, soit elle est cynique et elle fait un peu un travail de réalisatrice mercenaire, soit c'est la pauvre petite cinéaste avec sa vision artistique qui se fait broyer par l'industrie cynique, pauvre petite chose fragile, pardon. Mais et finalement, en fait, personne parle des films. En fait, Zhao, elle a des ambitions, elle a une sensibilité, elle a des questionnements. Enfin, elle a un regard singulier. Et en fait, tout le monde s'en fout. Tout le monde parle d'elle sans parler d'elle. Et personne parle de cinéma quand on parle de Zhao, alors que je trouve que c'est un regard assez fondamental. The Rider a été un film qui m'a ouvert à la cinéphilie et je dois beaucoup à cette cinéaste et je me propose assez modestement de prendre un peu de temps pour parler de Zhao, peut-être principalement à travers le prisme de son dernier film, et encore, mais en le mettant en relation avec ses premières œuvres, parce que j'ai quand même envie d'exploiter l'actualité, mais de revenir globalement sur sa filmographie, mais en s'y intéressant pour elle-même, pour son regard de cinéaste, parce que moi je m'en fous pas en l'occurrence. Et alors, pour commencer, c'est quoi exactement la démarche de Chloé Zhao? Parce que oui, son cinéma est d'abord identifiable par une démarche très singulière. C'est une volonté d'immersion dans un contexte, un environnement donné, et une volonté de tisser des liens avec les gens qui peuplent cet environnement et de construire une œuvre, un regard sur le monde en collaboration avec eux, partant parfois d'un travail presque documentaire, mais s'orientant toujours vers la fiction, au bout du compte, pour transfigurer ce qu'elle a vu sur le terrain. Et du coup, tout commence avec ces deux premiers films, Les chansons que mes frères m'ont apprises et The Rider, donc deux œuvres issues de la même immersion pendant plusieurs années de Zhao à la réserve de Pine Ridge, donc qui est une réserve où vivent encore des descendants de Sioux, des Amérindiens. Et donc dans le premier, Zhao met en scène Johnny et sa sœur Jason, deux descendants d'Amérindiens, l'un qui aspire à quitter la réserve pour aller vivre à Los Angeles avec sa copine et s'émanciper un peu de son héritage, et au contraire, Jason qui souhaite rétablir un lien avec la culture ancestrale de sa communauté amérindienne écrasée par la colonisation, mais qui trouve un moyen de vivre dans la communauté. Et puis dans The Rider, Zhao elle retourne à Pine Ridge pour filmer un jeune cow-boy cette fois-ci, un cow-boy moderne qu'elle avait rencontré là, Brady Gendreau, qui a été récemment grièvement blessé au rodéo.
et qui était sa raison de vivre, et donc qui doit gérer ça. Et donc dans ces deux premiers films, Zhao, elle aborde directement en fait le point de vue interne, intime des personnages. Elle adopte leur regard en construisant leur rôle directement en collaboration, que ce soit dans l'écriture ou dans la manière de les filmer, en collaboration directe avec les acteurs amateurs qui les interprètent. Euh, et dont le quotidien et les préoccupations sont mises en scène. Euh, et donc la finalité, c'est quoi? C'est transformer des gens bien réels et souvent marginalisés. Hein, enfin, les Sioux, on va pas dire que tout le monde en parle, hein, ou que tout le monde en a quelque chose à faire d'eux. En fait, aux États-Unis, c'est des communautés très marginales, mais finalement, ces personnages, on va les transfigurer, les transformer en personnages de fiction et projeter leurs histoires qui sont faites de pertes. Typiquement dans les chansons que mes frères m'ont apprises, on a Jason qui perd la maison, qui perd sa maison dans un incendie, et donc Chloé Zhao va inclure ça dans le scénario. Mais il y a aussi des débats vis-à-vis de la place de l'alcool dans la communauté, euh, et des familles, toutes ces familles aussi, parce que qui sont en fait on a l'impression que tout le monde est le frère ou le cousin de quelqu'un d'autre. C'est des familles très étendues qui s'entraident et qui en même temps s'entrechoquent. On a aussi un ex-dollar qui va se prendre d'affection pour Jason, qui est reconverti en artiste et qui fabrique des tapisseries, des t-shirts et qui fait des tatouages pour essayer de faire vivre encore l'héritage culturel amérindien. Et donc Chloé Zhao, et puis ensuite dans The Rider, on a le personnage de Brady qui se reconvertit, qui essaie de faire vivre sa passion du rodéo, qui peut plus, et donc qui devient dresseur de chevaux. Et donc Zhao essaie de retranscrire la perte, d'un côté cette perte intime de cette raison de vivre, de cette culture du rodéo, de cette adrénaline, et en même temps cette reconversion vers la symbiose avec l'animal à travers le dressage. Et donc tout ce personnage, il va se construire en rapport avec Brady, tout comme elle avait construit la représentation des communautés Sioux dans les chansons en relation profonde avec cette communauté, en immersion, et vraiment elle construit le film avec ces personnages finalement dans ces deux premiers films. Et donc le but c'est vraiment de les filmer, d'enregistrer leur mode de vie, d'en faire des fictions et de les projeter dans le monde entier pour faire un peu entendre la voix de ces gens. Et donc elle prolonge l'expérience avec Nomadland ensuite, mais d'une manière un peu transformée. C'est-à-dire qu'ici le rôle principal, il est entièrement fictif, et il est interprété par Frances McDormand, qui joue Fern, qui est une femme d'âge relativement avancé, qui vient de perdre son travail, son code postal, sa ville minière en fait, et qui est forcée qui perd tout et qui est forcé de prendre la route et de vivre dans son modeste petit van. Et là, il y a un changement de perspective au niveau du point de vue. On n'est plus directement dans le point de vue interne des acteurs amateurs qui vont jouer leur propre rôle et finalement sur qui sont représentés, mais on est dans le point de vue d'un personnage complètement fictif qui va aller interroger les nomades, qui va aller partager leur mode de vie et s'intégrer à leur communauté, exactement à l'instar de Zhao et McDormand qui ont vécu sur la route avec les nomades pendant le tournage, allant finalement observant, essayant de vivre un peu comme ils vivent, de en se débrouillant. Et puis McDormand a fait aussi un peu quelques heures de travail dans les petits boulots que font les nomades pour s'intégrer un peu, pour essayer de voir juste de son point de vue de finalement d'américaine bourgeoise modestement c'est quoi d'être un nomade en fait. Et donc il y a du coup une espèce de recul qui s'installe, une distance avec la fiction où finalement on a vraiment ce geste palpable où la friction entre la fiction et la réalité, elle se fait vraiment sentir, et on sent qu'en fait le geste de Zhao fondamental, c'est de faire entrer le cinéma et la fiction dans le monde de ces nomades, de ces déclassés, et, euh, et en fait de les hisser vers un nouveau monde, un monde de cinéma, où ils se retrouvent immortalisés par le regard de la caméra et représentés plus dignes que jamais en fait, avec leur débrouille, leur solidarité, leur liberté d'exploration des terres sauvages d'une Amérique que peut-être Zhao est fantasme,
parce que c'est une réalisatrice chinoise qui est un peu, de base, qui est éprise de sa terre d'accueil dans laquelle elle a émigré, mais en même temps de représenter leurs difficultés, leur marginalisation vis-à-vis d'une société moderne avec laquelle ils se retrouvent profondément en décalage, avec cette magnifique, on a ces magnifiques scènes où il y a Frances McDormand qui erre dans des rues vides, notamment elle est surplombée d'abord par une affiche qui diffuse le film Avengers, où on peut le voir, où en fait on sent un décalage par rapport à la société capitaliste, par rapport à ces grandes franchises, et on a un parallèle aussi qui est fait avec un moment où elle est complètement surplombée, écrasée par l'enseigne d'un entrepôt Amazon où elle va travailler, où finalement on sent ces gens finalement modestes et déclassés, complètement écrasés par les multinationales et un monde qu'ils n'arrivent plus à suivre, ou plutôt qu'on les a pas autorisés matériellement à suivre. Et du coup, tout ça, ça se voit questionner, tout ce mode de vie se voit questionner et hissé jusqu'aux Oscars, où finalement le cinéma rejoint les nomades à ce moment-là, et en retour, leur monde un peu, leur expérience du monde si unique et singulière, l'espace d'un instant, l'espace peut-être d'une soirée, la soirée de Oscar, elle envahit le cinéma mondial. Et finalement, c'est un peu ça c'est ça l'objectif de Zao, c'est de faire entendre la voix de ces gens. Et puis enfin, on a Les Éternels qui vient de sortir, qui a un virage total par rapport au cadre de ses précédentes productions. Parce que Zhao, elle vient ici s'inscrire dans l'immense saga débutée depuis plus de 10 ans du Marvel Cinematic Universe, qui est réputé à raison pour son uniformité et sa quête de rentabilité à tout prix, en produisant des films à la chaîne et en recrutant des réalisateurs mercenaires qui ont absolument aucune ambition artistique, qui sont juste là pour faire des films pour le pognon, quoi. Et du coup, il y a Zhao, elle est broyée par l'industrie Marvel ou pas? Et ben à mon sens non. Et surprenamment, ayant vu le film récemment. Et au contraire, sa démarche, elle lui offre une possibilité assez unique, le temps d'un film, d'utiliser les moyens colossaux d'une saga populaire fade pour la transfigurer un peu et satisfaire ses ambitions les plus spectaculaires qui dormaient un peu en elle, vu qu'elle a toujours été fauchée avant. Mais on me répondra, mais on retrouve toutes les tares du MCU dans ce film. Mais en fait, ce serait un peu prouver mon point d'introduction. Alors, tout le monde s'en fout de Chloé Zhao, parce qu'en réalité, Eternals, c'est un prolongement de sa démarche. Mais pour ça, faut accepter d'analyser un peu sa démarche et de pas voir. Et faut accepter qu'Eternals puisse être plus qu'un Marvel de base en allant le voir. Et en même temps connaître, s'intéresser un peu au regard de Zhao. Parce que finalement, Zhao, évidemment, elle a toujours cherché à s'immerger. Donc, elle cherche pas à casser les codes du MCU. C'est très intéressant parce qu'en fait, elle cherche pas à le révolutionner. Non, en fait, au contraire, elle cherche à s'immerger profondément dans cet environnement. Et donc, dans cette industrie, en fait, et en même temps dans cette diégèse qui a été établie sur plus d'une vingtaine de films. Et en fait, et donc pas de rupture par rapport au code, et donc pas de rupture par rapport au code de Marvel. Elle va aller sublimer en quelque sorte ce qu'elle a pu voir, ce qui a pu lui plaire dans le MCU, et elle va les sublimer de la même manière qu'elle a pu sublimer les Sioux, les Sioux ou les Nomades. Donc comment elle le fait en fait? D'un point de vue pratique, c'est quoi le principal défaut du MCU qui lui est tout le temps reproché à raison, encore une fois? C'est en particulier, en dehors de son manque d'ambition, c'est aussi sa tonalité. Et son humour qui est toujours lourd, forcé, et il est caractérisé par sa vocation systématique à briser le rythme du film et à annihiler toute forme de tension, d'enjeu, et surtout, le pire, c'est que ça annihile toute forme de croyance dans la fiction que le film est en train de raconter. Euh, en la tournant en dérision en fait, parce que vous voyez on a des super-héros qui sont en train de se battre entre eux, ils sont en costume, en fait finalement ça peut sembler ridicule, et finalement chez Marvel ils s'en sont tout à fait conscients. Donc dans le cahier des charges, il faut tourner, en fait il faut jamais établir un jeu, il faut les tourner en dérision en se disant ça peut être ridicule, donc en fait on va en rigoler, parce que on va se dire oh, c'est sérieux mais quand même pas trop, et finalement on fait en sorte que le spectateur garde toujours cette distance et ne s'implique jamais
dans le film ne croit jamais à ce qu'on est en train de lui raconter. Et donc, en fait, ici, qu'est-ce qu'elle va faire, Chloé Zhao? Elle va continuer de faire de l'humour, mais pas de rupture de rythme, en fait. Ici, les Éternels sont immédiatement introduits comme une famille, avec sa dynamique qui est constituée de conflits et de tensions, mais aussi, surtout, en fait, des pics, des vannes, des provocations, et en fait, on a une dynamique de légèreté omniprésente qui s'installe et qui constitue un peu le lit du fleuve dans lequel le film va s'écouler en fait, et donc qui porte le film plutôt que de s'inscrire en opposition permanente et qui aide à s'inscrire dans la diégèse. Enfin, exemple. Donc on a le temps d'une scène de repas. En fait, on retrouve la famille des Éternels, qui, je rappelle, les Éternels sont, pour ceux qui connaissent pas, c'est adapté d'un comics de Jack Kirby. Au fait, les Éternels sont dans le film des extraterrestres qui ont été envoyés, ça reprend la théorie des anciens astronautes en fait, ils ont été envoyés sur Terre pour, il y a 7000 ans pour aider l'humanité dans son développement et son progrès, et ils ont inspiré tous les mythes et légendes de la Terre, et puis ils ont fini par se séparer et par vivre parmi les humains. Donc dans une scène de repas, on retrouve cette famille qui se connaît soudée depuis 7000 ans, et puis ils discutent, et puis ça rit, il y a les blagues potages qui fusent en fait, les commentaires sur la nourriture, les secrets du chef, et puis en fait une dynamique qui a jamais vécu ça en repas de famille. En fait, il y a des blagues un peu beaufs qui sortent, d'autres qui tombent un peu à plat, il y a des remarques ouais, il y a des remarques de gens qui se retrouvent après ne pas s'être vus pendant des années. Et puis et donc du coup en fait ça donne quelque chose de profondément organique à cette famille. Et en même temps, on a des commentaires qui se font sur la disparition d'Iron Man et Captain America suite aux événements du dernier film Avengers. Euh, et puis, ça discute de leurs éventuels remplaçants dans les Avengers. En fait, encore une fois, c'est comme si on parlait du dernier transfert de joueurs de foot, comme on en parle dans la vraie vie, où finalement, les personnages, les héros des Avengers sont présentés un peu comme des icônes dans le monde du Marvel Cinematic Universe, et des icônes qui se rapprochent des icônes du monde réel. Et donc, en fait, finalement, le ton il est léger, mais organique, et finalement les ruptures typiques de Marvel, elles se font assez rares. Même si, bon, évidemment, il y a toujours quelques incursions, même machiavélique du carrier des charges des actionnaires. Il y a une scène où il y a un téléphone, il y a une sonnerie de téléphone qui se fait complètement intrusive, et c'est clairement de trop. À ce moment-là, ça casse une scène. Mais ça se fait relativement rare, et la majorité du temps, la déconnade, ça renforce les liens entre les personnages, et puis ça fait des événements du MCU des sujets de conversation pour les gens normaux, et ça donne corps à l'univers. Ouais, il y a d'autres gens que les Avengers dans cet univers, et ils parlent de l'actu au dîner, ils parlent des Avengers, ils parlent de ce qui s'est passé, de la dernière aventure des héros, et puis un peu comme on parle du dernier match de foot en fait. Donc, et puis même le valet, il y a un personnage, il y a un personnage qui est une star de Bollywood, un éternel qui est devenu une star de Bollywood, il a un valet en fait, et le valet, disons que c'est typiquement un comic relief en fait, mais qui a un excès d'enthousiasme permanent, mais qui est toujours contrasté par des contre-champs sur les éternels, qui qu'on a les éternels qui le respectent en fait, qui font preuve de respect, de tendresse pour cette espèce d'humain finalement si humain, et finalement il trouve ce comic relief, il trouve sa place dans cette troupe de joyeux lurons, et dans l'humanisation globale de cette troupe par l'humour et par la légèreté, qui jamais ne s'oppose au rythme, mais au contraire fait partie intégrante de la diégèse et aide à croire à la fiction qu'on nous raconte, et à l'humanité de ces personnages, et au fait qu'ils aient une vie propre en fait. Donc c'est très intelligent en fait, et ça transfigure les codes d'humour du MCU à sa manière, pour livrer quelque chose de plus intéressant que la moyenne. Et puis d'autre part, Zhao, elle va faire quoi? Elle va utiliser la structure d'univers étendu du MCU, qui est pas pour inscrire son film dans une saga complètement uniformisée formellement, mais au contraire pour en souligner le caractère unique dans un monde qui est vraiment vivant en fait, et qui a une existence propre. Donc on a évoqué
l'établissement concret des super-héros et de leurs aventures comme une toile de fond pour le commun des mortels, mais on assiste aussi au premier film narrativement ambitieux du MCU en fait. C'est-à-dire là on traverse les espaces et les époques au sein d'une grande fresque de plus de 2 heures et demie, où pour la première fois on sent qu'il y a la grandeur de ce monde, qu'il y a des décors vraiment variés, et puis voilà, c'est fini New York en fait. On quitte les États-Unis. Il doit y avoir, je sais même pas s'il y a une scène qui se déroule aux États-Unis. Je crois qu'il y a une scène qui se déroule aux États-Unis, mais c'est, enfin, on est à Londres, on va en Inde, on va en Amérique du Sud, et il y a peut-être une courte scène qui se déroule aux États-Unis. Mais encore une fois, on quitte le monde complètement américano-centré, voire new-yorko-centré de Marvel, et on va plutôt s'inscrire dans une intrigue complètement planétaire où chaque lieu a finalement une identité, une existence propre, où finalement Zhao va tourner en décor naturel dans un tas de décors différents, et, euh, et puis elle va faire aussi cohabiter plusieurs langues, c'est ça qui est intéressant à l'écran, les personnages. Souvent, quand ils vont aller dans un autre pays, les personnages, bah, ils vont parler la langue de leur pays, et donc finalement, on est tout de suite moins américano-centré, chaque lieu a son identité propre, a son existence propre, ça donne corps à cet univers, en fait, ça lui donne une existence. Et puis, en plus d'avoir des espaces bien distincts, on a une histoire riche qui se développe, parce que le film se déroule sur plusieurs temporalités, en fait, et donc on explore un peu l'histoire humaine en parallèle, donc avec les différents événements qui ont marqué l'histoire humaine, Babylone, les conquistadors à Tenochtitlan, la bombe Hiroshima, et ainsi de suite. En fait, on étudie les rapports que les Éternels ont eu à ces périodes, et en même temps, on explore l'histoire cosmique des Éternels, comment est-ce qu'ils ont été créés par leur créateur divin, les Célestes, et quels sont les mythes qui nourrissent leur imaginaire, comment est-ce que l'univers a été créé en fait. Et donc finalement, voilà, on a une vraie richesse dans l'histoire et dans le background en fait de l'univers. On a une vraie toile de fond qui donne pas qui donne l'impression qu'il y a un univers qui vit et pas juste un spectacle qui va s'arrêter au bout de 2 heures, qui nous aura bien diverti, qu'on va oublier, qui finalement est un univers mort et artificiel, juste là pour faire un peu d'argent pendant 2 heures, quoi. Et pour soutirer 10 balles la place de cinéma. Et puis enfin, on a surtout, on a le casting qui est super diversifié. Et que ce soit ethniquement, on a des personnages qui sont asiatiques, afro-américains, indiens, mais aussi caucasiens. Enfin, on a des personnages de toutes les origines. On a à peu près la parité d'ailleurs dans le groupe aussi. On a Salma Hayek du coup qui est arabe. On- aussi, et puis et cette joyeuse troupe hyper diversifiée au niveau du casting, c'est pas juste une apparence physique qui va se diversifier, c'est-à-dire qu'on a Zhao, elle va prendre le temps de laisser chaque acteur trouver son propre registre de jeu. Chaque personnage va être écrit pour son acteur et pour avoir une existence propre en fait, que ce soit par leurs caractéristiques individuelles. Il y a le personnage de Phastos, donc qui a inspiré le mythe d'Héphaïstos, qui est gay, ouais, il est homosexuel, il est en couple et il a même un enfant dans une famille qui est représentée de manière en fait tout à fait normale, tout à fait. Bah, à aucun moment en fait, c'est représenté comme quelque chose de tout à fait banal. C'est surtout en fait on n'insiste pas sur le fait qu'il est gay, on insiste sur le fait que c'est le seul éternel qui a réussi à fonder une famille. C'est ça qui est important. Et puis on a Macari qui a inspiré le mythe de Mercure, qui est une sourde muette. C'est rare en fait d'avoir des sourds et qui parle en fait en langue des signes tout à fait naturellement. Il n'y a jamais une remarque sur le fait qu'elle soit sourde muette. Elle est sourde muette, elle existe à l'écran. C'est juste ça. Puis il y a Kingo qui, comme j'ai dit, était une star de Bollywood. Finalement, à Hollywood, c'est rare de voir Bollywood réellement représenté. Et les Indiens représentés comme autre chose que que des geeks à lunettes sérieux, enfin voilà, et stéréotypés. Et puis on a Druig, qui est un personnage qui aime pas la violence, qui a un pouvoir de contrôle mental, qui va s'installer en Amérique du Sud, dans la forêt amazonienne, et monter une petite communauté, une espèce de secte pseudo-utopique sans violence, à moitié contrôlée mentalement. Enfin,
truc un peu bizarre, hein. Mais du coup, il va exister aussi par son idéologie, et puis par son tempérament hyper il est joué par Barry Keoghan, qui a un tempérament assez provocateur et désinvolte, qui fonctionne très bien. Enfin, voilà, chaque personnage a une existence propre, et en même temps, ils ont des interactions aussi qui les définissent les uns par rapport aux autres, qui sont, finalement, chaque personnage, deux à deux, ils ont tous des interactions développées, intéressantes et propres, en fait. On a Druig et Macari qui forment une espèce de petit couple, mais c'est purement physique, en fait, c'est de la drague purement physique, où on a des regards, des sourires, ils se rapprochent physiquement, et on n'a pas de surexposition, ils existent, en fait, ils ont une relation physique, et, euh, et finalement, plutôt que d'avoir des personnages complètement stéréotypés, qui n'existent que par l'écriture, on va les laisser vivre par la gestuelle, par le mouvement, par le jeu des acteurs qui vont un peu s'épanouir devant la caméra, et puis on a aussi le personnage de Sprite qui est une éternelle qui est une éternelle qui est coincée dans un corps d'enfant et qui voudrait absolument grandir pour vivre ce que les humains peuvent vivre au cours d'une vie. Et Kingo, qui est du coup la star de Bollywood, qui est lui en fait toujours hyper enthousiaste et qui est une petite star de Bollywood qui a un peu un syndrome de Peter Pan en fait. Il n'arrive pas à grandir, il est enthousiaste mais il est complètement immature en fait. C'est le genre c'est un peu un personnage de shonen qui va tout le temps citer le pouvoir de l'amitié, suivez votre cœur. Et donc on a une dynamique entre les deux où finalement on a cet enfant, on a cet adulte coincé dans un corps d'enfant et cette cet adulte qui ne veut pas grandir, qui s'entrechoque en fait, qui crée qui ont une dynamique bien particulière. Enfin voilà, on a ces personnages qui se définissent deux à deux. On a aussi le personnage de Don Lee Gilgamesh qui protège le personnage d'Angelina Jolie dans une espèce de Angelina Jolie qui est un personnage qui a d'ailleurs un équivalent de la maladie d'Alzheimer, et qui est protégé par Don Lee dans une espèce de relation de protection, voire d'amour platonique, qui est jamais vraiment explicité. Enfin, ouais, on a vraiment des relations tangibles entre les personnages, qui font vraiment authentiques et qui ont une existence émotionnelle, et un impact émotionnel réel sur le spectateur. C'est pas juste une toile complètement... c'est pas juste un script joué par des acteurs peu investi ou avec des personnages interchangeables comme on a d'habitude dans le MCU. Enfin, personnellement, je trouve que tous les personnages des films Marvel sont complètement interchangeables les uns avec les autres. Les acteurs le sont pas forcément, mais les personnages le sont. Ils sont tous relativement plats. Il n'y en a aucun qui a une existence propre à l'écran, en tout cas pas généralement. Et puis, en même temps, on a parlé des personnages, mais au-delà de ça, chez Zhao, les personnages, ils s'inscrivent systématiquement dans une identité culturelle qui est très marquée et qui imprègne leur environnement, en particulier par le biais des mythes fondateurs d'une société donnée. Euh, donc on va prolonger un peu le rapport au mythe fondamental dans le cinéma de Chloé Zhao. Donc dans ses deux premiers films, elle va interroger l'iconographie du western en fait. Donc à travers deux points de vue. Donc dans les chansons que Mes frères m'ont apprises, elle va du coup interroger le point de vue des Indiens, et dans The Rider des cowboys. Donc dans les deux cas, on retrouve une rupture par rapport aux représentations hollywoodiennes bien établies dans l'imaginaire collectif en fait. Donc les Indiens régulièrement ils sont vus soit comme des barbares dangereux, hostiles et bestiaux dans les westerns, soit comme une espèce de peuple, enfin le mythe du bon sauvage en quelque sorte, un peuple harmonieux, modeste, en communion avec la nature, les deux extrêmes. Et donc ici ils sont beaucoup plus nuancés, ils sont représentés, les descendants d'Indiens américains actuels, ils sont représentés comme une communauté un peu instable, une espèce de grande famille dysfonctionnelle où il y a les jeunes qui cherchent à s'entraider, ou à s'évader face à l'alcoolisme et la misère qui ravagent leurs parents. Et donc on est face à des personnages profondément humains, fragiles, loin des stéréotypes de l'Indien qu'on trouve d'habitude. Et donc finalement, on est face à des personnages qui cherchent à retrouver un peu un sentiment de communauté sur une terre qui a été brisée par la misère, et qui cherchent de nouveaux arrangements politiques pour faire face aux effets d'une colonisation qui a été destructrice pour leur communauté. Et donc voilà, il va directement affronter la colonisation droit dans les yeux, en fait, juste en représentant qu'est-ce que sont devenus les descendants des Indiens d'Amérique aujourd'hui. On est loin du peuple fantasmé
que ce soit que ce soit positivement ou négativement dans l'imagerie collective du western. Et puis dans The Rider, le personnage principal, Brady, c'est un cow-boy moderne, en fait, un cow-boy contemporain mais qui est très loin de l'image traditionnelle du héros viril et charismatique. Il est réservé, il est sensible, il est fragile. C'est une espèce d'étoile montante du rodéo qui a vu ses ailes coupées par sa blessure et qui essaie de se reconstruire dans la communion avec les chevaux qui sont vus ici comme une espèce de prolongement de son identité. Et donc en fait dans les deux cas, dans les deux films, le regard de Zhao, ça se porte sur des héritiers des mythes fondateurs de l'Amérique et sur les rapports entre l'identité des habitants de cette réserve et leurs conditions matérielles d'existence et l'iconographie qui est profondément cinématographique en fait, ça vient du western qui constitue enfin c'est connu comme le western qui constitue le socle de leur identité culturelle. On remarquera aussi d'ailleurs que en fait elle a fait deux films mais les habitants, c'est les habitants de la même réserve, donc en fait, l'opposition traditionnelle entre cow-boys et indiens disparaît complètement pour la représentation de deux héritiers de deux modes de vie euh, qui vivent maintenant dans des réserves isolées, qui sont dans la même galère, complètement marginalisées. Et donc ça brouille les frontières avec le mythe. Enfin, plutôt ça brouille les frontières instaurées par le mythe et ça montre comment le mythe vit aujourd'hui et comment il s'est transformé euh, vis-à-vis par rapport à l'idée qu'on s'en fait dans la réalité. Et puis tout ça, ça se prolonge dans Nomadland, où donc il y a les nomades qui sont souvent des personnes âgées qui sont forcées de prendre la route à cause d'une situation précaire, qui se retrouvent hissés au rang de nouveaux pionniers en fait, qui sont poussés par la misère vers la conquête d'une espèce de nouveau monde et plutôt d'un nouveau mode de vie en fait et de la fondation d'une nouvelle communauté pour les abandonner de la société capitaliste qui peuvent plus des personnes âgées qu'on n'a pas laissé qu'on a à qui qu'on n'a pas laissé suivre l'avancée de la société capitaliste et qui éprouvent le besoin de survivre en fait et de se forger un destin malgré la fatalité de leurs conditions. Et donc finalement, en fait, en revendiquant l'héritage du mythe de la fondation des États-Unis, du mythe des pionniers, Zhao, ce qu'elle revendique, c'est avant tout une forme de dignité dans la représentation et la considération que le spectateur peut avoir pour ces gens qui sont invisibilisés et dont le bien le plus précieux, en fait, matériellement, ça peut être un service de vaisselle qui a un peu de valeur sentimentale ou juste le petit van qui leur permet de survivre. C'est des gens qui ont rien et donc finalement, ce que Zhao leur apporte, c'est pas de l'argent pour vivre, c'est pas, elle règle pas les problèmes sociaux par le cinéma, mais elle leur apporte juste un peu de dignité en les hissant au niveau des pionniers par le mythe en fait. C'est juste une manière d'utiliser le mythe. Elle utilise le mythe pour pour qu'on ait de la considération pour ces gens. En fait, ils sont dignes d'être projetés sur un grand écran et d'être diffusés dans le monde entier. Et puis dans Eternals encore, il y a hum, il y a une mutation qui s'opère par rapport aux toutes petites productions complètement fauchées qui étaient les trois premières œuvres de Zhao. Là, on est dans un blockbuster qui est issu d'un des plus gros studios au monde. Du coup, maintenant, c'est possible de mettre en scène directement les mythes ou les éternels, qui sont des dieux parmi les hommes, donc venus de l'espace pour aider au développement humain, qui accomplissent des miracles et qui inspireront les légendes de toutes les cultures. Donc, elle représente ça à travers diverses époques, comme je l'ai évoqué, et avec une photographie très colorée finalement, très lumineuse, qui représente cette espèce de d'âge héroïque glorieux, composé de hauts faits et de miracles accomplis par les dieux, les héros mythologiques, donc qui inspirent nos histoires aujourd'hui, qui font rêver en fait, qui contrastent en même temps avec les époques, qui est monté en alternance avec l'intrigue à l'époque contemporaine en fait de nos jours, qui est plus sombre dans sa photographie, plus désaturée et plus banale en fait dans sa manière de. Ouais, c'est ça, on est sur quelque chose de plus banal et en fait, mais finalement, en fait, voilà, c'est ça. Donc avec les éternels qui vivent en fait comme comme des humains normaux, comme des anonymes qui vivent au niveau de l'humain du quotidien, alors qu'ils étaient des mythes complètement glorieux avant. Et puis pourtant, même l'époque contemporaine, elle est pas médiocre pour autant sous le regard de Zhao. On est passé sur des, en fait, l'espace
voilà, je vais citer une scène, c'est l'espace d'un dialogue en fait. Il y a le personnage de Salma Hayek qui s'émerveille tout simplement, qui discute avec le personnage de Richard Madden et qui s'émerveille des événements du dernier film Avengers et qui lui donne une force que pardon pour le terme, que les tocards que sont les frères Russo, qu'ils n'avaient pas réussi une seule seconde à entrevoir dans leur film complètement plat, fade. Et en fait, dans les derniers Avengers, il y a Thanos, le méchant, qui efface la moitié de la vie d'un univers. Et donc, dans Avengers 4, on a les héros qui arrivent à se réunir, à construire un dispositif pour ramener, pour ramener tous les morts, tous les morts du Thanos d'un simple claquement de doigts, en fait. Et donc, dans les films Avengers, bien sûr, c'est nul. Enfin, pour le dire très clairement, c'est tourné, ça n'a aucun impact en fait. C'est un événement platement filmé comme les autres. Et puis là, on a Salma Hayek qui juste l'espace d'un dialogue s'émerveille comme si, en fait, comme si un geste d'une telle trivialité, c'est un geste d'une telle trivialité que son impact colossal ne peut que faire s'émerveiller des dieux et des entités supérieures. En fait, comme si par le progrès social et technique, l'homme contemporain avait dépassé ces mythes et était devenu lui-même source de fiction et d'histoire et inspirait ceux qui l'avaient inspiré. Hum. Et tiens, on en vient à parler des merveilles du progrès technique dans le dernier film de Chloé, représenté dans le dernier film de Chloé Zhao, comme une thématique. Et là, c'est le moment où vous réalisez que depuis le début, je parle beaucoup de toutes les thématiques du cinéma de Zhao, mais volontairement, j'ai minimisé, voire passé un peu sous le tapis l'analyse de tout ce qui fait le cinéma, en fait, l'image, le son, tout ce qui fait la technique du cinéma. Pourquoi j'ai fait ça pourquoi j'ai passé ça sous silence alors que c'est quand même très important, c'est ça le cinéma. Bah, en fait, récemment, j'ai eu des échanges très enrichissants avec un autre fan de Chloé Zhao, sur le caractère très technophile en fait du cinéma de de Zhao. Et en fait, je pense que la simple étude de son rapport à la technique ça mérite une parenthèse dédiée. Donc, qu'est-ce que j'entends ici par le terme technophile? Bah, d'un point de vue formel, on remarque que Zhao, elle cherche pas à produire un travail qui relèverait d'une espèce de formalisme. On aurait une organisation précise des éléments dans le plan qui serait pensé comme une entité sémantique conçue pour avoir une texture sémantique et émotionnelle propre, euh, due à l'organisation formelle des éléments du plan. Au contraire, en fait, c'est plutôt chez Zao, on a plutôt la mise en place d'une espèce de dispositif technique qui est très fixe et procédural à l'intérieur même des œuvres et même au fil des œuvres. Donc un peu comme une méthode de tournage fixe qui impose une certaine forme de découpage technique dans les films de Zao. Donc, en fait, c'est un rapport à la technique qui est empreint de beaucoup de pragmatisme qui se découle chez Zao. Elle a conscience des moyens matériels dont elle dispose pour un film donné, et donc elle va s'épanouir dans le simple fait de les utiliser et de les mobiliser de la manière la plus élégante et ludique possible. En fait, il y a un amour de l'aboutissement de la technique et du simple geste de tourner, au-delà de toute considération sémantique et de toute considération de toute vue de l'esprit en fait de l'art. Le simple geste de tourner et d'utiliser la technique et de s'amuser avec la technique et de l'exploiter, ça constitue une fin en soi en fait. En fait, si je reprends les mots de Chloé Zhao elle-même, elle filme avec les tripes. Mais en fait, et donc du coup, pour être plus précis, c'est quoi en fait le dispositif de Chloé Zhao? Bah, d'abord, il y a au niveau du ratio de l'image et des optiques qu'elle utilise, elle tient systématiquement à inclure le personnage dans un environnement plus grand. Donc pour ça, elle va utiliser un ratio large et ou des lentilles grand angle. C'est dans les chansons que mes frères ont apprises, elle est encore sur un ratio, je crois, 16 neuvième, elle n'est pas encore passée en scope. Mais elle utilise des optiques, des focales hyper courtes. Et donc du coup, ça déforme complètement l'image. Et donc ça donne quand même cette sensation d'exagération des distances, malgré le fait qu'elle soit pas encore passée au scope. Là, elle utilise le scope dans tous ses films. Et, et donc en fait, ça crée un effet d'immensité
immédiat tout de suite. On a des personnages qui déambulent dans des espaces géants qui les dépassent, et donc immédiatement il y a cet effet de gigantisme en fait, et surtout de rapport d'échelle par rapport au personnage qui en fait cet effet, un effet émotionnel immédiat qui sort juste de la technique. Et puis pareil, et puis l'impact de l'utilisation de ces espaces comme ça et de ces optiques, enfin de sa caméra simplement, elle, elle est renforcée parce qu'elle tourne systématiquement en décor naturel et à l'heure dorée. Donc soit à l'aube, soit au coucher du soleil quand il y a bien les jolies lumières dans les nuages, en fait, et dans le ciel. Et donc tout simplement, en fait, c'est tout de suite, c'est un peu une évidence de dire ça, hein, mais c'est joli en fait. C'est, en fait, c'est vraiment, ça relève de la simple extase et que le spectateur ressent immédiatement devant une image qui en fait relève presque juste de l'agrément, mais qui dans le même temps amorce une espèce de tension entre la matérialité de ces paysages réels, palpables et immuables, et puis l'artificialité de ce montage composé en fait uniquement d'instants magiques, euh, qui sont tous saisis exactement pile au bon moment pour avoir pile la bonne lumière. Donc finalement, ça crée une tension quand même entre le décor naturel et l'exploitation, qui est purement artificielle et technique. Et puis, et donc ça s'est créé un rapport toujours assez savoureux, et impactant à la technique. Et puis ensuite, il y a la caméra, qui est donc, dans les mouvements de caméra, la caméra elle est toujours très libre dans ses mouvements. Euh, mais en fait, elle va suivre systématiquement le dispositif. C'est pas de faire des grands mouvements à la machinerie précise, c'est plutôt de faire de la caméra portée ou du steadicam, où les acteurs, c'est les acteurs et les événements qui arrivent dans le cadre qui dictent un peu le tempo de la scène et une espèce de, ouais, le ballet de la caméra qui est un peu planante, gracieuse et élégante. Et d'ailleurs, dans Eternals, vu qu'elle a plus de budget, Zhao, elle s'amuse avec les possibilités des images de synthèse pour placer la caméra au cœur de l'action. Elle l'avait déjà fait de manière plus modeste quand elle filme dans The Rider, le dressage de chevaux, où elle se met vraiment au contact avec Brady et les chevaux. Et donc dans Eternals, elle utilise la caméra numérique en fait, et la caméra virtuelle pour être toujours en mouvement avec les personnages et pour accompagner les pouvoirs de ces dieux humains de la manière la plus ludique possible. Elle dit notamment avoir voulu filmer les pouvoirs à la manière un peu de Dragon Ball Z, elle dit à la manière des mangas shonen. Donc elle se met avec ces personnages et elle suit les personnages qui ont des pouvoirs particuliers en train d'utiliser leurs pouvoirs, et finalement la caméra se fait une espèce de caméra surhumaine qui suit l'action. Et ça, c'est possible parce qu'elle a choisi d'exploiter au maximum les techniques que son budget colossal lui permettait. Hum, Même si les scènes d'action, pour donner un peu mon avis personnel sur le film, les scènes d'action sont super dans leur chorégraphie à l'intérieur du plan. Par contre, l'enchaînement des plans, on sent que c'est son premier blockbuster, et donc il y a des petits problèmes de lisibilité dans les raccords. Mais passons, ça reste prometteur dans son exploitation vu qu'elle a l'air de vouloir continuer les blockbusters. Personnellement, je trouve ça très prometteur qu'elle choisisse d'exploiter vraiment la technique, euh, avec ludisme en fait et avec amusement. Et puis on a le son aussi. On a le son, et en particulier la musique qui alterne en fait entre des compositions originales, voilà, les BO originales du film, qui sont souvent utilisées de manière extra diégétique, toujours en fait, et qui crée une distance et un rapport méditatif à la scène en fait pour le spectateur, comme si en fait c'est un peu, oui, ça crée une distance, c'est ça, il y a l'image qui se surimprime par rapport enfin pardon, il y a la musique qui se surimprime par rapport à l'image et qui crée une distance où le spectateur est. Alors dans ces trois premiers films, c'est surtout un rapport méditatif, c'est une contemplation un peu méditative qui laisse à la réflexion, et puis dans Eternal, c'est plutôt la composition de Ramin Djawadi qui est à mi-chemin entre l'électro un peu science-fiction futuriste et les mélodies, et la mélodie, que voulais-je dire, épique, mm, qui, ouais, qui donne plutôt un rapport contemplatif, mais plus contemplatif par rapport à la dimension épique et grandiose des scènes. Et puis d'un autre côté, on a la musique, on a les chansons en fait qu'elle va intégrer à la BO,
La bande originale avait intégré plein de chansons qui sont préexistantes du coup et qui sont dans ces trois premiers films, elles sont diégétiques. Dans Eternals, elles les utilisent de manière extra-diégétique, mais dans tous les cas, ça a la même fonction. En fait, ça a le même effet immédiat émotionnel qui est d'en fait, de créer un rapport instantané au présent de la scène en fait et un investissement dans l'émotion immédiate et instantanée de la scène. C'est ce que Bruno Dumont, pour le citer, Bruno Dumont, c'est ce qu'il disait quand il parle de son film Jeannette. Il disait quand on met de la musique, en fait, la musique, le cinéma, ça se construit dans un rapport rétrospectif et anticipatif, alors que la musique, quand on le met dans une scène, c'est du temps présent qui passe d'un point de vue émotionnel. Et c'est un peu ce qu'a fait Zao lorsqu'elle utilise immédiatement des chansons déjà préexistantes. Et d'ailleurs, d'un point de vue technique, elle s'amuse dans Nomadland avec une scène où on a la musique de extra-diégétique de Enodi au piano, qui des fois fait des pauses, et pendant ce temps, on a un chanteur qui apparaît dans ses trois premiers films, Cal Clifford, qui est un jeune chanteur qui vit à la réserve de Pine Ridge, qui pendant les instants de pause de la musique extra-diégétique chante une chanson country. En fait, on a les deux, on a on a la musique diégétique et la musique extra-diégétique qui se répondent l'une et l'autre. Et donc elle joue encore une fois avec le son pour le simple plaisir en fait de jouer avec le son et de créer des rapports différents aux différents types de musique. Et puis à ça, enfin, on ajoute un montage en ellipse pour établir un rapport plutôt sensible à la narration et moins intellectuel et logique. Et ça fait un peu le moule technique d'un film de Chloé Zhao standard. Et en fait, finalement, tout ce dispositif, ça relève d'une forme d'automatisme, comme une espèce de un simple art d'agrément, si je puis dire. Mais pourtant, en fait, cet automate que constitue le cinéma de Chloé Zhao transcende sa dimension purement mécanique et désincarnée par le contact avec son sujet, en fait, qui est le personnage, l'humain. Et finalement, ce dispositif technophile, c'est rien d'autre, si on l'incarne en quelque sorte, si on fait des films du dispositif de Chloé Zhao presque une entité, c'est un automate, c'est un automate qui se spiritualise et d'évite sa simple programmation fonctionnelle en construisant une relation et un rapport avec l'humanité. Euh, et là, en fait, Eternals, ça devient un film fondamental en fait dans le rapport pour comprendre le rapport au cinéma de Chloé Zhao, parce qu'il établit un rapport réflexif. Et il établit une réflexivité sur ce dispositif, parce que les Éternels sont révélés à un moment dans le film comme étant des machines très sophistiquées, en fait des robots envoyés par leur créateur, des entités cosmiques d'essence quasi divine, les célestes, pour aider au développement de la vie dans l'univers, pour que les planètes habitées par la vie soient ensuite consommées pour faire naître de nouveaux célestes qui créeront des nouvelles galaxies et qui perpétueront le cycle de la vie à l'échelle de l'univers. Bref, ça c'est pour le contexte, mais en fait, ce qu'il faut retenir, c'est on a des automates, en fait, des robots qui, par contact avec l'humanité, en établissant en fait des relations avec l'humanité, vont s'attacher émotionnellement, vont développer des émotions qui vont les pousser à s'attacher, et ils vont dévier de leur programmation, de leur mission, en s'humanisant eux-mêmes et lutter contre le dessein de leur créateur. Et en somme, en fait, les Éternels, c'est eux-mêmes, leur parcours spirituel dans le film est une simple manifestation du dispositif cinématographique de Chloé Zhao lui-même. En fait, c'est quelque chose de très méta, mais qui est très intéressant et qui montre, elle utilise finalement en fait, ça prouve qu'Eternals est plus qu'un blockbuster Marvel de base. En fait, qu'il y a un fond intéressant dans le sens où elle a vraiment une réflexivité sur son cinéma qui s'y instaure. Et puis voilà, du coup, en parlant de la spiritualité et de la technique dans le cinéma de Zhao, ça nous amène au cœur de la personnalité artistique de Zhao, ce qui est produit par l'articulation de ces considérations qui sont techniques et spirituelles, qui est en fait une question incroyablement simple, incroyablement triviale, et pourtant une plasticité et d'une multiplicité complètement vertigineuse. C'est la question qui est au centre du cinéma de Chloé Zhao, c'est où est ma place en rapport à mon environnement, en fait. Parce qu'en fait, Zhao, finalement, c'est ça. Son cinéma, c'est un vagabondage continu en quête d'une place dans le monde. Et c'est livré de la part d'une femme qui a grandi à Pékin et puis qui a émigré aux États-Unis
qui a jamais en fait connu l'enracinement dans une culture ou dans une terre bien définie. Et en fait, il est chaque personnage de Zhao, il est pris dans un moment de questionnement en fait, un, un moment où son monde il est contraint de changer et où il doit trouver une nouvelle place dans son environnement en fait. Et on retrouve là, en fait là on retrouve l'influence qu'a eu Wong Kar-wai sur Chloé Zhao. En ce moment, quand on intervient sur la table informatique, je cite beaucoup Wong Kar-wai. Faudra qu'on en parle un jour plus en détail. Et voilà, en fait, Happy Together, ça a été le film qui a provoqué le coup de foudre entre Chloé Zhao et l'art cinématographique, en fait. Euh, et donc, euh, et donc, on retrouve en fait une obsession de Wong Kar-wai chez Chloé Zhao, c'est des personnages qui sont en pleine transition d'une vie à l'autre, et tout cas redéfinir leur rapport à leur propre identité, et à l'espace qu'ils occupent pour transitionner d'une vie à l'autre. Donc en fait, comme John dans les chansons que mes frères m'ont apprises, qui est tiraillé entre sa terre natale et son rêve de prendre son envol vers Los Angeles. Et en parlant d'espace, justement, Zhao, elle interroge les tensions entre les rapports à l'espace de deux de ses influences, en fait, de deux de ses influences majeures, qui sont Wong Kar-wai et Terrence Malick. En fait, tandis que Malick, il imprègne de mysticisme et de déisme, de panthéisme même, les paysages naturels en opposition par rapport aux intérieurs des constructions humaines qui sont toujours très grandes, très vides et très désincarnées chez Malick. Et à côté, il y a Wong Kar-wai qui tourne essentiellement dans un espace urbain à Hong Kong, et même quand il tourne pas dans un espace urbain comme dans Les Cendres du Temps par exemple, il privilégie toujours des espaces intérieurs qui grouillent d'objets désordonnés, de meubles qui remplissent l'espace, qui ordonnent l'espace, de couleurs et de lumière qui s'entrechoquent au sein des espaces intérieurs, enfin, comme une espèce d'espace artificiel bricolé qui constitue une prolongation et une réflexion de l'identité du personnage qui occupe cet espace par tous les objets, les meubles. Et donc évidemment, ça se réorganise au fur et à mesure que le personnage évolue. Et donc, du coup, les intérieurs, les espaces artificiels et humains sont extrêmement vivants chez Wong Kar-wai et beaucoup moins désincarnés que chez Malick, du coup. Et du coup, Zhao, elle va travailler les extérieurs comme Malick et les intérieurs comme Wong. Et donc, elle va être entre mysticisme de la nature et la poésie de l'artificialité du monde humain. Et donc, voilà, la question, en fait, est l'opposition, la question, la tension entre ces éléments, elle est posée. Et moi, enfin, il n'y aura jamais de réponse sur une conception qui sera préférable à l'autre, qui sera proposée par Zhao, vu que c'est un thème qui me touche particulièrement. Cette opposition, ça me touche particulièrement parce que j'ai ma propre lecture. Personnellement, j'y projette une sorte de réappropriation athée de la spiritualité de Malick, une sorte de passage du déisme à l'humanisme, où l'homme est forcé de se réapproprier son environnement pour lui donner du sens par lui-même et par son propre regard. Et d'ailleurs, on voit ça explicitement dans Eternals, avec la scission entre les personnages qui s'opèrent autour de l'idée de se retourner contre leur dieu pour défendre leurs propres valeurs ou non. C'est aussi Zao, c'est quoi ces questionnements, c'est aussi quand elle se demande où est ma place, c'est aussi par rapport au sens de ma vie. C'est la quête d'un nouveau rapport à son propre destin face aux bouleversements et aux embûches de la vie. Donc dans The Rider, typiquement, Brady qui doit abandonner le rodéo, et il doit se redéfinir pour devenir un dresseur de chevaux, pour que la vie continue malgré tout, envers et contre tout. Mais pourtant, on abat, quand c'est une bête, si c'est un cheval qui est blessé, on l'abat. Et pourquoi continuer à vivre quand sa raison de vivre est brisée? C'est la question que se pose Brady, et encore une fois, la question est posée, et Zhao, elle apportera pas de réponse, en fait. Elle laissera le spectateur se questionner, et puis ensuite, on a la question aussi de la place, en fait, Zhao se pose la question de sa propre place dans le monde du cinéma. Ça revient sur la table perpétuellement. Est-ce que sa place, elle est sur la route avec les nomades, dans les réserves amérindiennes, enfin avec les marginaux, en questionnant sur le terrain des regards uniques et invisibilisés, et en les portant à l'écran, où est-ce qu'elle a sa place plutôt au sommet de l'industrie hollywoodienne, où elle peut librement conter ses histoires au plus grand nombre, ses histoires et mettre en scène ses ambitions
comme les personnages de Sprite en fait dans Eternals, dans son blockbuster, elle met en scène les personnages de Sprite qui du coup je rappelle l'éternel avec piégé dans un corps qui ne grandit pas d'enfant, qui a le pouvoir de créer des illusions et qui du coup s'en sert à l'époque de Babylone pour mettre en scène des histoires épiques à travers ses illusions comme un précurseur du cinéma et qui va inspirer la future star de Bollywood, donc Kingo, qui d'ailleurs pendant le film décide, vu qu'on est face à la potentielle fin du monde, de laisser quelque chose et de tourner un documentaire sur ses compagnons éternels. Et en ceci, il se fait avatar de Zhao au sein même du blockbuster, faisant et fait du tournage un mode de vie. Donc où est sa place entre cette industrie du spectacle où elle peut raconter toutes ces histoires avec les moyens qu'elle veut et se faire conteuse, ou, dans ce cinéma plus confidentiel où en fait elle peut aller au bout de ses ambitions et de ses partis pris artistiques et rencontrer des marginaux qu'elle a envie de mettre en scène. Bah encore une fois, je suis pas sûr qu'elle ait elle-même la réponse et elle a l'air de vouloir plutôt se placer en fait. Elle cite beaucoup Ang Lee et elle a l'air de vouloir se placer du côté d'Ang Lee qui alterne entre les projets intimistes et les projets plus industriels, et les blockbusters en fait. Et elle a l'air de vouloir basculer, naviguer entre les deux au gré de ses envies. Et puis finalement, pour une artiste qui aime tant, elle aime tout le temps référencer ses œuvres favorites, euh, ça se voit surtout dans Eternals où chaque scène est référencée presque. En fait, du côté de quel maître, duquel de ses maîtres spirituels, de ses maîtres à penser, elle veut se ranger en fait. Du côté de Wong Kar-wai, de Malik ou de Kubrick, qui cite aussi pas mal. Donc les grands cinéastes qui sont institués comme des références culturelles légitimes et nobles, ou est-ce qu'elle va plutôt se ranger, ça rejoint en fait le côté cinéma d'art et essai ou cinéma industriel, ou est-ce que se ranger du côté de George Lucas ou Jack Kirby et les mangaka qui ont fondé son rapport à une culture plus populaire en fait. Bah visiblement chez elle mélanger les deux en fait, il y a une espèce d'impureté culturelle chez Zhao. Elle mélange les deux sans distinction de légitimité, de valeur, d'importance. Ça se fait le mélange se fait sans souci chez elle, sans souci chez elle. La culture, en fait, pour Zhao, on a l'impression que c'est un ensemble de références à mobiliser au gré de ses envies, de ses inspirations, sans hiérarchie. Et finalement, elle mélange le populaire avec le noble, sans même se poser. Et finalement, ça crée une tension entre les deux, mais une tension finalement assez désinvolte, comme si ça n'avait pas d'importance. Et finalement, elle brouille les frontières. Et en fait, c'est peut-être ça le principal intérêt et le principal défaut du cinéma de Chloé Zhao. C'est une cinéaste qui ne fait que modestement poser des questions au gré de ses envies, parce qu'elle aime ça, qui filme pour l'action de tournée, parce qu'elle s'épanouit là-dedans, et sans chercher à légitimer son action. En fait, on est face à une cinéaste qui développe un regard singulier sur le monde, tout en refusant tout jugement tranché, toute posture critique, toute intransigeance. Tout ce qu'elle fait, c'est regarder le monde avec ses questions, en espérant peut-être un peu naïvement que le monde lui apportera des réponses si elle sait l'accueillir. C'est un regard modeste et candide finalement, mais qui appelle à la même attitude de la part du spectateur. Mais enfin bon, malheureusement, il est souvent compliqué, je l'observe régulièrement, moi-même je le ressens, hein, de laisser de côté ses certitudes pour se laisser traverser par un regard errant, un regard qui finalement est résumé en une seule image, omniprésente dans les films de Zhao. C'est un personnage perdu entre la terre immuable et puis le ciel changeant avec les nuages. Et on voit une errance indécise entre ciel et terre, entre rêve et pragmatisme, entre mythe et réalité. Et, euh, et l'exploration des tensions et des frontières parfois diffuses entre les deux. Parfois c'est synthétisé par le dernier plan des chansons que mes frères m'ont apprises où on a John qui prend une partie du sable, qui prend du sable de sa terre natale et qui l'envoie vers le ciel comme pour brouiller la frontière entre ciel et terre. Et finalement, ciel et terre, c'est une opposition qui résume très bien le cinéma de Chloé Zhao. Mais bon, comme j'ai dit en introduction, visiblement tout le monde s'en fout du cinéma de Chloé Zhao, hein.
Et vraiment, peu importe à quel point elle est intéressante, tout le monde s'en fout, tout le monde trouve un prétexte pour en parler, mais jamais elle. Bon, j'ai partagé ce que j'avais à partager, du coup, à une prochaine fois et à suivre.